Bonjour à tous et à toutes. Nous allons attendre encore une minute avant de commencer pour bien donner du temps à tout le monde d'intégrer cette session. Merci d'être encore avec nous pour cette session organisée par Rated Power. Voilà, les participants sont en train d'arriver. Encore quelques secondes. Bonjour à tous, merci d'intégrer cette session. Nous allons encore attendre quelques petites secondes avant de commencer. Et voilà, la minute est passée, nous allons démarrer le webinaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ignacio Granda et je fais partie de l'équipe de Rated Power. Je suis très heureux d'inaugurer cette toute première table ronde entièrement en français. Et je tiens à remercier tous les participants qui ont pu se connecter aujourd'hui à cette heure-ci. Alors, dans cette table ronde, pour faire un récapitulatif donc de la question qui va être abordée aujourd'hui, la France est-elle sur le droit chemin vers l'objectif zéro émission nette d'ici 2050? Nous comptons aujourd'hui avec la participation de 2 expertes du secteur des énergies renouvelables et nous traiterons donc différents points autour desquels s'articulent différentes questions. Premièrement, comment le secteur donc de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, se présente en France en ce moment? Deuxième point sera comment nos experts voient-ils la progression vers les objectifs fixés et quels sont les efforts réalisés par les acteurs de l'industrie française en ce moment? Finalement, troisième point, ce sera quelles actions concrètes doivent être menées pour continuer à accélérer la transition énergétique et donc atteindre l'objectif de zéro émission nette fixé pour 2050. Alors, avant de présenter les intervenants, permettez-moi de vous rappeler que nous aurons une session de questions-réponses de 15 minutes vers la fin. Vous pouvez écrire vos questions ou contributions dans le chat et nous nous assurons d'y répondre durant cet espace réservé à cet effet. Alors maintenant, présentons nos conférenciers, en commençant par nos invités. Nausicaa, donc, de l'équipe de ZNE Énergie, et Manon de l'équipe d'Engie, qui malheureusement a eu des soucis avec sa caméra, mais elle est bien présente avec nous aujourd'hui. Alors Manon, Nausicaa, merci d'être avec nous aujourd'hui durant cette session. Manon, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous, et puis désolée de ce problème de caméra qui ne se connecte pas à GoToWebinar. Donc Manon Bouyala, je suis responsable du business développement chez Engie France Renouvelable. Engie France Renouvelable, c'est l'entité d'Engie qui gère en fait toutes les activités renouvelables électriques d'Engie en France, donc les activités solaires, éolien terrestre et hydroélectriques sur toute la chaîne de valeur, du développement à l'exploitation-maintenance, en passant par la construction. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Nausicaa, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît, aussi pour l'audience? Alors, Nausicaa Rodakis, moi je suis directrice France chez The Energy. The Energy, c'est un IPP, une start-up qui a été créée en 2019, dont le cœur de métier aujourd'hui est le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales solaires hybrides, donc photovoltaïque plus stockage. C'est une société qui a été fondée par des experts du marché de l'électricité, mais aussi des experts du monde photovoltaïque, avec des personnes venant notamment dont Mathieu Lassagne, qui est aujourd'hui le président de The Energy. Depuis sa création, en quelques chiffres, The Energy, c'est une société qui a levé 45 millions d'euros depuis sa création. On vient d'inaugurer notre première centrale et la première centrale hybride de France continentale début octobre 2021-22 dans le Loir-et-Cher. Donc, c'est une centrale de 8 mégas avec 3,75 MW de stockage. Et dans les semaines qui viennent, on devrait inaugurer la deuxième centrale, toujours dans le Loir-et-Cher, 18 MW et 8 MW de batterie. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et merci à toutes les deux encore d'être ici présentes avec nous. Alors, je vais également me permettre de me présenter brièvement. Comme mentionné précédemment, moi, je m'appelle Ignacio Granda et je suis responsable du marché français chez Rated Power, une société espagnole donc technologique
qui fournit PV Design, un logiciel qui optimise la conception des centrales solaires photovoltaïques de plus de 1 MW et qui permet de concevoir instantanément des installations solaires à grande échelle et donc réduire les coûts associés à ce processus de conception et ainsi donc maximiser la rentabilité des centrales solaires PV. Alors, Red Power est une société qui a été fondée en 2017 et qui a récemment été intégrée par la société Enverus, qui est une entreprise américaine leader mondial dans l'analyse des données du secteur de l'énergie. Alors, avant de passer aux questions, donc avant de passer au vif du sujet de cette table ronde, nous allons commencer par mettre un petit peu de contexte à l'audience qui nous regarde sur le sujet en question traité, puis nous laisserons donc la parole à nos expertes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le fait que la production d'énergie renouvelable a considérablement augmenté ces dernières années en France. Selon le syndicat des énergies renouvelables, les énergies vertes ont contribué à hauteur de 26,9% à la couverture de la consommation électrique en France métropolitaine en 2020. Donc on parle d'une augmentation de 23,1% par rapport à l'année précédente, augmentation qui est évidemment bien plus prononcée si nous calculons cette croissance pendant les 5 dernières années. Et donc, afin de répondre aux objectifs de la loi énergie-climat, de porter, je le rappelle, à 40% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2030, et donc zéro émission nette en 2050, des efforts sont déployés dans les différents secteurs actuels et des records sont constamment atteints, par exemple dans le solaire photovoltaïque qui a atteint un taux de record de 5% de la consommation et 1,8 TWh produit en fin 2020. Les réseaux de transport, par exemple, et de distribution continuent d'évoluer également pour permettre cette intégration de la production d'électricité, mais ils contribuent toujours aux émissions à gaz à effet de serre, ce qui m'amène de ce pas à notre première question. Il y a différents secteurs qui participent dans la prolifération des émissions de gaz à effet de serre, tels que le secteur du transport, de l'industrie, également les bâtiments ou l'agriculture. Pourriez-vous nous expliquer le rôle du secteur électrique dans la décarbonisation et en particulier celui des énergies renouvelables? Je voudrais m'adresser d'abord à Manon pour aborder cette première question. Manon, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup Ignacio. Alors effectivement, on se trouve aujourd'hui en France et puis dans le monde en général, mais surtout en France, à un moment charnière de l'histoire de notre système énergétique. On va faire face à des choix historiques qui vont réellement structurer les systèmes énergétiques de demain. Et selon moi, hein, ma conviction, c'est que la seule option qui permet de répondre à cet enjeu, c'est la combinaison efficacité, sobriété et énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'une grande partie en fait de la décarbonation globale de l'économie va passer par l'électrification des usages et donc par ce système électrique dont la croissance vous est décrite ici. On va avoir une électrification des usages, c'est-à-dire une électrification des transports, une électrification de certains procédés industriels, une électrification aussi dans les bâtiments. Et donc, bien que la demande d'énergie globale va baisser d'ici 2050, notamment grâce à des efforts de sobriété et d'efficacité, on a une demande électrique qui, elle, va augmenter, donc de 15% environ d'ici 2035 et de 35% d'ici 2050. Donc, on a véritablement un rôle clé qui va être joué par le secteur électrique dans la décarbonation globale de l'économie. Et en fait, on va devoir pouvoir répondre à cette demande en mettant en face des moyens de production électriques décarbonés. Aujourd'hui, les moyens de production électrique décarbonés, ce sont les énergies renouvelables et le nucléaire. On sait aujourd'hui que la capacité de développement de la filière nucléaire est contrainte, à la fois en termes de temps de développement, mais aussi en termes de capacité industrielle. C'est l'une des principales conclusions, en tout cas du rapport de RTE sur les futurs énergétiques, qui décrivent les différents possibles en fait énergétiques du système électrique pour la France. Donc, on a une capacité nucléaire qui est limitée en termes de développement. Et donc, dans ce cadre-là, les énergies renouvelables sont absolument indispensables en fait pour répondre à cette demande électrique de manière décarbonée et donc, in fine, participer de la décarbonation globale de l'économie. C'est pourquoi les futurs énergétiques de RTE, donc le réseau de transport d'électricité qui a publié donc les futurs énergétiques, donc ces différents scénarios en fait possibles pour le système électrique d'ici à 2050, estime que quel que soit le scénario et quelle que soit la politique menée en termes notamment de nucléaire, on aura une part des énergies renouvelables dans le mix électrique en 2050 qui sera
au minimum de 50%. Ça veut dire effectivement une croissance absolument essentielle et considérable des énergies renouvelables d'ici 2050. Notre responsabilité, nous, en tant que développeurs renouvelables dans ce contexte-là, c'est de répondre évidemment à ce besoin avec des énergies qui sont compétitives, c'est déjà le cas, en prenant en compte le cycle de vie des installations et en construisant aussi des actifs qui soient le plus fiables possible. Et justement, nous nous focalisons justement sur ces objectifs justement à atteindre et concentrons-nous plus sur la partie des ENR, justement. Quelles sont ces ambitions en termes d'énergie renouvelable en France actuellement? Car tous les pays ont justement ces objectifs, mais pour la France, à date, quels sont ces objectifs et ont-ils été atteints actuellement? Je vais d'abord donner la parole à Manon, s'il te plaît, pour répondre à cette question. Oui, pardon, excusez-moi. Alors effectivement, les objectifs de la France en 2020 en termes de pourcentage, enfin de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie globale étaient de 23%. Il se trouve qu'on était en 2020 à 19,1%, donc bien en deçà des objectifs que s'était fixé la France. On est l'un des seuls pays européens d'ailleurs à ne pas avoir atteint notre objectif. Et si on regarde en fait les ambitions pour la décennie, donc notamment d'ici 2028, ce sont les ambitions qui ont été publiées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route énergétique de la France. On a des objectifs en 2028 de plus de 100 gigawatts de capacité installée, de capacité électrique renouvelable installée en France en 2028. Et aujourd'hui, on est à près de 60 gigawatts, ce qui montre effectivement l'ampleur en fait de la marche qui est encore devant nous. On a une augmentation de près de 2/3 des capacités électriques renouvelables que l'on va devoir ajouter d'ici 2028 pour pouvoir atteindre nos objectifs. La France va vraiment devoir redoubler d'efforts pour atteindre ces objectifs. Mais néanmoins, c'est pas quelque chose qui est impossible, hein, c'est tout à fait à notre portée. Si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, c'est surtout une question de volonté politique et de politique énergétique assez volontariste. Par exemple, si on prend le cas de l'Écosse, l'Écosse est passée en une décennie de 37% d'électricité renouvelable dans son mix électrique au début des années 2010 à près de 100% aujourd'hui. Donc c'est tout à fait faisable. En France, nous avons les ressources, les capacités industrielles et puis les ressources humaines pour le faire. Il faut simplement se donner les moyens de cette ambition-là. Merci beaucoup pour cette réponse, Manon. Et je m'adresse maintenant à Nausicaa. Est-ce que tu peux nous dire aussi ta version et même question donc que posée à Manon précédemment? Alors, Nausicaa, je pense que ton microphone peut être muté. Non, alors nous avons un petit problème. Excusez-moi, merci de patienter. Est-ce que ça marche? Voilà, là ça marche. On t'entend bien clair, tout à fait. Parfait. Donc ce que je disais, c'est que moi j'allais me concentrer plutôt sur le solaire pour vous donner un peu quelques chiffres et quels sont les objectifs. Je vous ai extrait donc des informations qui viennent d'une analyse d'une étude qui a été réalisée par France Territoire Solaire. Donc France Territoire Solaire, c'est un think tank qui s'est attaché en 2022 finalement à démontrer la valeur du solaire et cette valeur d'un point de vue, on va dire, compétitivité sur les aspects notamment économiques. Et voilà, pourquoi aujourd'hui le solaire doit être important dans le mix énergétique. C'est vrai que ce think tank s'est attaché à pousser en fait l'idée qu'aujourd'hui le solaire, voilà, c'est une énergie qui est abondante, qui est effectivement renouvelable, qui est compétitive et qui est facile à déployer, et que beaucoup d'acteurs du secteur, mais aussi des gestionnaires de réseau, voient le solaire comme étant finalement, s'il est déployé massivement, va avoir un rôle important dans ce mix énergétique que Manon a présenté. Donc pour la France, si je donne les quelques objectifs qui ont été relevés dans cette étude, partagés avec beaucoup de personnes de la profession,
On a donc effectivement cet objectif de réduire de 40% les gaz à effet de serre en 2030 par rapport donc, au rapport de 1990. On a un objectif de la PPE sur le solaire de 20,1 gigawatts pour 2023. Et en 2028, pour la France, la fourchette haute, c'est d'atteindre 44 gigawatts. Donc ça, ce sont les objectifs actuels. Sur le graphe qui va suivre, vous pouvez regarder aujourd'hui comment a évolué finalement l'installation de la capacité, parce que c'est intéressant de voir quels sont les objectifs, mais aussi aujourd'hui, en tout cas dans le passé, comment est-ce que on a rempli cet objectif, en tout cas à quelle vitesse. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui, fin 2021, 13,7 gigawatts de centrales qui sont raccordées au réseau. En moyenne, sur les 10 dernières années, on est plutôt aux alentours de 1 gigawatt de puissance installée, avec une exception en 2021 de 2,7 gigawatts. Pour atteindre les objectifs de 44 mégawatts en 2028, ça voudrait dire qu'il faudrait multiplier par 3 la puissance installée par an, parce qu'il faudrait qu'on soit aux alentours de 3 gigawatts installés par an. Ce qui veut dire que si on suit la tendance de 2021, on est bien parti, puisque on est très proche des 3. Si on regarde finalement un peu plus loin, on est un peu en retard. Donc je rejoins effectivement Manon sur le fait que les objectifs sont là, dans un cadre dont on va parler après, qui est favorable, mais c'est vrai qu'il faut qu'on accélère ce déploiement si on veut tenir ces objectifs. Et aujourd'hui, dans le passé, avec le rythme du passé, on n'arriverait pas à tenir ces objectifs-là pour le solaire. Donc il faut réussir à faire aussi bien qu'en 2021, aussi bien. Voilà. Eh bien, merci Nausicaa pour cette réponse et cette illustration donc de la situation en France. Nous avons donc parlé des objectifs à atteindre, mais maintenant, nous allons nous tourner vers justement les acteurs qui doivent intervenir dans la réalisation des objectifs, en commençant par l'administration, qui est beaucoup de fois pointée du doigt dans beaucoup de pays, concernant surtout les délais qui impactent le développement des renouvelables, entre autres. Mais cela dit, en France, il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui sont donc actuellement en cours pour tenter justement de faciliter les procédures administratives relatifs au développement des ENR et justement pour favoriser leur déploiement. Alors, c'est le plan d'accélération des renouvelables qui est mis en place justement en cette rentrée 2022 pour le citer. Et il y a plusieurs signaux forts dans cette rentrée tels que un avant-projet de loi qui a été publié en fin d'août 2022, mais également des instructions aux préfets de départements et des régions au service déconcentré du 16 septembre 2022 pour justement accélérer les projets de développement des énergies renouvelables. Et également en parallèle, le 20 octobre, une proposition de loi sénatoriale en faveur justement du développement de nouvelles manières de développer le PV comme l'agrivoltaïsme. Alors selon vous, selon toutes les deux, les évolutions réglementaires en cours faciliteront-elles véritablement le développement des projets ENR pour atteindre ces objectifs ambitieux fixés en termes d'ENR? Et je te donne la parole d'abord à toi, Nausicaa, pour aborder cette question. Alors, je pense qu'effectivement, on est dans un moment, un momentum qui est positif, dans le sens où on a le gouvernement qui a vraiment, en tout cas à travers ce qui s'est passé en cette rentrée, a vraiment donné son go, en tout cas sa volonté de déployer ces ENR, et ça, c'est un très bon signe. Concernant l'avant-projet de loi, comme son nom l'indique, c'est un avant-projet de loi, donc on n'est pas du tout encore sur un texte avec une forme finale. Il va devoir passer à travers tous les process d'approbation que l'on connaît au niveau du gouvernement. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir si les propositions qui sont faites aujourd'hui seront vraiment les propositions qui sont retenues dans le projet de loi définitif, et finalement dans l'entrée en vigueur de ce projet de loi. Donc, la volonté est là, et ça c'est très bien. Hein, ce serait au contraire difficile, enfin catastrophique, si on avait un gouvernement qui voulait complètement freiner, voire revenir en arrière. Donc la volonté en centrale, elle est là, avec un texte effectivement qui, à mon sens, mais ça n'engage que moi, propose des simplifications, mais n'est pas une grande révolution. C'est-à-dire qu'il y a des articles aujourd'hui qui se démarquent. On peut parler par exemple des sujets de vouloir simplifier les modifications du document d'urbanisme pour que les ENR puissent s'implanter. On a cette raison finalement impérative d'intérêt public
Alors, sous conditions techniques qu'on n'a pas encore vues, mais effectivement, on pourra peut-être à un moment utiliser cette raison impérative pour développer, à voir quelles conditions. On a effectivement cette obligation d'aller couvrir des parkings de plus de 2500 m², en tout cas sur la moitié de cette surface avec des ombrières. Donc voilà, il y a quand même des grandes idées qui sont positives. Ensuite, sur les conséquences, pour moi, il y a deux sujets effectivement qui m'alertent, le terme est un peu fort, mais en tout cas sur lesquels y réfléchir. Le premier, c'est ce que je disais, c'est est-ce que c'est vraiment une simplification ou est-ce qu'on va se rajouter encore finalement des procédures administratives et se renoyer dans un millefeuille administratif. Et le deuxième sujet, et je pense que les personnes qui sont sur le terrain sont ceux qui portent beaucoup plus encore cette crainte, c'est de se dire qu'il va y avoir des décisions qui vont se prendre en centrale, donc au niveau du gouvernement, au niveau des ministres, dans des lois, mais comment vont-elles être appliquées en local? Et je ne parle même pas effectivement de la redescente finalement de cette volonté, parce qu'il peut y avoir des circulaires, il peut y avoir pas mal de choses, on va dire, au niveau des préfets, mais à la fin, quand on construit un actif renouvelable, on s'adresse avant tout à des propriétaires et à des collectivités. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir parfois une volonté de l'État, mais que derrière, localement, c'est compliqué. Les personnes sont encore réticentes et ne sont pas forcément ou en capacité ou n'ont pas forcément la volonté d'aller dans ce sens. Donc, pas mal de personnes de la profession se sont posé la question, nous on se l'est posé aussi, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement donner des objectifs chiffrés, c'est-à-dire demander que chaque région, chaque département réussissent à finalement délivrer des permis pour une certaine quantité, pour un certain nombre de mégawatts, voilà, pour vraiment pousser pour que les actions finalement centrales se concrétisent en local. Voilà un peu mon point de vue. Donc, le côté simplification, est-ce que c'est une vraie simplification? Et derrière, comment cet objectif, on arrive vraiment à le concrétiser sur le terrain et comment on arrive à embarquer en fait toutes les parties prenantes et notamment les collectivités sur leur territoire. Merci beaucoup, Nausicaa, pour ta version des faits. Manon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect-là? Que penses-tu de ces nouveaux plans d'accélération des renouvelables qui est mis en place? Merci beaucoup, Ignacio. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nausicaa. Nous, en tant que développeurs ou qu'investisseurs dans les énergies renouvelables, ce dont on a besoin, c'est de visibilité, en fait. On n'a plus besoin forcément de subventions, on a besoin d'un cadre cohérent, stable sur le long terme, sans revirement. Et on voit effectivement que ce projet de loi contient des avancées et qu'on a un gouvernement et une volonté politique qui est présente. Néanmoins, on craint qu'il ne soit pas à la hauteur de l'urgence à la fois climatique et de souveraineté énergétique ou d'indépendance énergétique, qui sont des défis auxquels on fait particulièrement face aujourd'hui. On a effectivement donc des points d'avancée dont Nausicaa a parlé. Effectivement, une installation solaire qui est facilitée sur certains terrains, la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public des énergies renouvelables, le renforcement du suivi de l'instruction des demandes d'autorisation, des avancées sur des enjeux de réseau aussi. Pour autant, on craint que justement les discussions parlementaires en cours ne dégradent le projet de loi initial et qu'il effectivement, comme le disait Nausicaa, qu'il retarde le développement des ENR là où son objectif initial était de l'accélérer. On peut craindre même, j'emploie peut-être des mots assez un peu forts, mais que cette loi de d'accélération, ne devienne une loi de décélération, et ça serait tout à fait dommage. On dévoierait quand même le projet de loi initial, l'objet du projet de loi initial. Donc voilà, on voit qu'il y a une volonté politique qui est là, il y a une prise de conscience des enjeux. Néanmoins, on craint que ce ne soit pas vraiment à la hauteur des enjeux à la fois climatiques et d'indépendance énergétique. Très bien, espérons que justement ces lois se concrétisent de plus en plus et justement impulsent l'accélération des énergies renouvelables en France. Et merci à tous les deux pour cette réponse. Et justement, nous nous sommes centrés sur le secteur public. Maintenant, nous allons aborder plus la partie du secteur privé.
sachant que de nombreuses entreprises commencent à inclure les énergies renouvelables dans leur mix énergétique et visent justement à faire d'elles leur activité primaire à long terme. Je peux citer l'exemple notamment d'Equinor, par exemple, qui est précédemment connu sous le nom de Statoil Norway et qui vise à devenir une référence internationale dans le secteur de l'éolien et du solaire. On peut citer également l'entreprise finlandaise Neste qui voudrait maintenant se concentrer plus sur les biocarburants et faire réaliser cette transition énergétique. Maintenant, quels sont les efforts que Z2 Energy, donc dans ton cas Nausicaa, ou Engie dans ton cas Manon, sont en train d'entreprendre pour aider à atteindre justement cet objectif de zéro émission nette établi pour 2050? On va commencer par toi Nausicaa. Alors effectivement, donc comme nous, notre cœur de métier, ça va de toute façon être les ENR et le solaire. Je pense que on essaye de porter comme message et notre action concrète tous les jours, c'est comment on rend finalement cette énergie renouvelable toujours plus compétitive, mieux acceptée, comment on peut un peu gommer ses contraintes. Aujourd'hui, un des grands défis des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. Donc pour le solaire, ça veut dire qu'on va beaucoup produire au milieu de la journée, mais quand il n'y a plus de soleil, donc pendant la nuit et en début et fin de journée, on produit moins. Donc avec le stockage, l'idée c'est de réussir finalement à déplacer un peu la courbe et d'être capable de capitaliser en fait le surplus, la production qui est faite à midi, de pouvoir la stocker pour la distribuer au moment où la demande est la plus forte. Donc ça, c'est la première action, on va dire le premier levier qu'apporte la batterie, c'est réussir à réduire l'intermittence, en tout cas à gommer l'intermittence du solaire. Le deuxième sujet, c'est effectivement au niveau du réseau. Alors pour moi, il y a deux composantes principales. La première, c'est qu'on a un réseau qui finalement aujourd'hui va devoir accepter des énergies de différentes provenances, donc un mix énergétique très varié, et qui va devoir notamment, pour des sujets de demande et de consommation, gérer, être de plus en plus stable. Et c'est vrai qu'avoir un mix énergétique où on intègre beaucoup d'énergie renouvelable, ça peut produire de l'instabilité. Avec les batteries, on est capable d'offrir des services au réseau qui permettent, quand le réseau le demande, de réguler sa fréquence, en tout cas de se stabiliser. Donc la batterie produit des services pour le réseau. Et enfin, le troisième sujet, c'est finalement, si d'un point de vue IPP développeur, on arrive à obtenir des permis et qu'on est prêt à construire des centrales, il faut aussi que l'électricité qui est produite par ces centrales soit acceptée par le réseau. C'est-à-dire que le réseau aujourd'hui doit continuer à se renforcer, doit essayer d'anticiper aussi un maximum les productions qui vont arriver. Et c'est un coût pour les gestionnaires de réseau qui est effectivement très très important. Ce que peut faire la batterie, c'est que finalement, pour une centrale solaire à une certaine puissance, venir ajouter une batterie, ça veut dire qu'on demande une puissance d'injection au réseau un peu moins importante. Et donc finalement, à puissance installée équivalente, on va demander des puissances d'injection un peu plus basses, et donc les travaux de renforcement du réseau seront finalement calculés sur ces puissances inférieures et non sur la capacité maximale, en se disant comment il faut que le réseau puisse accepter l'énergie qui se produit au maximum dans la journée. Donc avec la batterie, on peut aussi finalement réduire l'impact que l'on a sur le réseau et donc d'une certaine manière réduire aussi les coûts de renforcement et de préparation du réseau. Voilà pour le cœur de métier et pourquoi on a fait ce choix de faire du solaire plus de la batterie, donc vraiment de l'hybride. C'est pour réussir à ce que l'énergie solaire soit encore plus compétitive, mieux acceptée par le réseau et finalement pour que sa production puisse servir au moment où la demande est la plus importante, en fin et en début de journée et pendant la nuit si besoin. Approche très intéressante, Zika, merci de partager ça avec nous. Qu'en est-il de Engie maintenant? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à Engie? Oui, bien sûr. Alors, je vais sortir uniquement Engie Renouvelable pour vous parler du groupe Engie et de ses ambitions. On s'est fixé en fait chez Engie un objectif net zéro carbone pour 2045 sur les 3 scopes, donc scope 1, scope 2, scope 3. Et on compte parvenir à ces objectifs avec une politique en fait de recentrage de nos activités vers la transition énergétique. Le premier axe, c'est un axe de sortie complète du charbon.
d'ici 2025 pour l'Europe et d'ici 2027 pour le monde. On va donner une priorité à la fermeture de ces centrales. Les centrales que nous ne pourrons pas fermer, nous les convertirons à la biomasse ou au gaz. Et puis enfin, si nous ne pouvons ni fermer ni convertir ces centrales, nous les vendrons à d'autres investisseurs. Donc voilà, le premier axe, c'est une sortie du charbon pour faire baisser notre intensité carbone. Et le deuxième axe, c'est bien évidemment d'investir dans les activités de la transition énergétique, grâce notamment aux recettes de la vente de participations minoritaires, par exemple celle que nous avons faite dans Suez l'an dernier, et la vente aussi de nos activités de service via l'entité Equance. Et grâce à la recette de ces désinvestissements, nous allons investir bien évidemment d'abord dans les énergies renouvelables avec un objectif de 80 gigawatts en 2030 contre 37 gigawatts installés aujourd'hui dans le monde pour Engie. On va aussi investir dans les gaz verts, donc dans l'hydrogène vert. On a un objectif de 4 gigawatts de capacité en 2030 et on va aussi investir dans le biométhane avec un objectif de 4 TWh de production en 2030. Et puis enfin, le dernier axe d'investissement dans la transition énergétique, c'est dans ce qu'on appelle chez Engie les infrastructures énergétiques décentralisées, qui rassemblent notamment les réseaux de chaleur et de froid, la production renouvelable décentralisée et puis la mobilité bas carbone. Donc voilà, tout ce programme, ce plan d'action va nous permettre de décarboner nos activités. Et au-delà de notre propre décarbonation, nous souhaitons aussi décarboner nos clients. Et on s'est fixé donc l'objectif d'éviter 45 millions de tonnes de CO2 par an chez nos clients en 2030, contre 20 millions de tonnes aujourd'hui. Eh bien, c'est exemplaire. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Je suis sûr que beaucoup d'entreprises se sentiront peut-être même inspirées par toutes ces actions. Et j'en arrive donc à la dernière question, donc pour finaliser cette table ronde, et afin également de permettre à l'audience qui nous regarde et qui nous regardera plus tard, je voudrais vous demander justement quelles sont des actions concrètes que le secteur privé, public ou même les citoyens justement devraient entreprendre ou continuer d'entreprendre aujourd'hui pour continuer à accélérer cette transition énergétique donc, dont nous avons parlé durant toute cette table ronde vers les énergies renouvelables et atteindre donc les objectifs net zéro fixés pour 2050. En commençant par toi, Manon, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est un grand programme. Il y a effectivement, si on prend les acteurs un à un, du côté des pouvoirs publics, ce qu'on attend, nous, en tant que développeurs, c'est bien évidemment continuer à permettre aux énergies renouvelables de se développer de manière stable et sereine en France, et donc de lever en fait les freins administratifs et réglementaires pour pouvoir accélérer les procédures et pour pouvoir atteindre nos objectifs d'ENR, mais aussi nos objectifs climatiques. Pour les citoyens, je pense qu'une manière de prendre part à cette transition, c'est de s'engager aussi dans les projets, évidemment dans tous les processus de concertation, mais aussi à travers les dispositifs de financement participatif qui existent depuis un moment déjà. Nous, chez Engie, on a été un des pionniers en la matière avec un parc, le premier parc, je crois, au financement participatif en 2005, qui s'appelle le parc du Haut-des-Ailes. Donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui et qui continueront à exister et qui seront, je pense, dans la loi d'accélération aussi, incités, qui permettent aux citoyens de s'engager dans des projets renouvelables. Et puis du côté des entreprises privées, des développeurs comme nous, je pense que c'est essentiel qu'on embarque en fait les territoires et la population dans cette aventure des énergies renouvelables. On se doit d'être véritablement exemplaire, je pense, pour accroître l'acceptabilité, puisque c'est un véritable défi en fait industriel, mais un défi aussi de société qui est en face de nous. Et je pense que ça sera vraiment essentiel en fait d'embarquer toute la population pour pouvoir relever ce défi ensemble.
Chez Engie, on a mis en place un label qui s'appelle TED, TED, donc Transition énergétique durable. Ce label, c'est pas un changement de méthode, c'est la labellisation d'une méthode qu'on a mis en place depuis longtemps déjà chez Engie. Il est labellisé par Bureau Veritas et il repose sur 3 axes. Un axe territoire, un axe nature et un axe climat. Donc l'axe territoire, c'est bien évidemment la prise en compte des territoires tout au long de la vie des projets avec la mise en place de dispositifs d'interaction constante avec les parties prenantes. L'axe nature, c'est de prendre en compte au mieux la biodiversité tout au long de la vie des projets, à la fois dans la phase de développement, mais aussi lors de l'exploitation-maintenance, en participant aussi à la connaissance que l'on peut avoir collectivement de la biodiversité en l'observant sur nos parcs. Et puis enfin, le dernier axe, c'est un axe climat. Ici, l'objectif est de réduire au maximum l'empreinte carbone de nos installations. Donc, d'abord en mesurant cette empreinte carbone, et puis enfin en faisant en sorte de la réduire au maximum, en impliquant notamment toute la chaîne de valeur, donc les fournisseurs notamment, les fournisseurs d'équipements, de panneaux solaires et de turbines, et puis aussi en s'engageant à recycler et à réemployer tous nos panneaux solaires et toutes nos turbines. Eh bien, merci beaucoup. Et, Manon, je te pose la même question à toi, Nausicaa. Donc, quels sont certains conseils, justement, ou quelles sont certaines actions concrètes que tu recommandes au secteur privé, public, aux citoyens pour entreprendre cette transition énergétique? Alors, je suis en phase avec tout ce que Manon a dit, ça c'est sûr. Elle a effectivement pointé le besoin de continuer à avoir un environnement serein et avoir les outils pour le faire. Et donc, c'est un peu vers la voie du gouvernement, hein, en essayant de simplifier, de déployer, d'avoir cette voie d'accélération. Moi, j'essaierais plutôt d'avoir des actions finalement pour jouer sur 2 leviers. Le premier, enfin sur 3 même. Le premier, ce serait, à mon avis, continuer à réussir à ce que les ENR soient compétitives. Je pense que si on veut à un moment embarquer aussi beaucoup de personnes, il faut que tout le monde se dise que ça ne coûte pas plus cher que du nucléaire. Et donc, on a tous intérêt à essayer de trouver la manière de gagner en compétitivité. Avec le stockage, en fait, on crée de la valeur en plus parce qu'il y a effectivement ce raccordement qui va être plus économique dans le sens où on va avoir besoin d'injecter moins sur le réseau. Donc ça peut jouer sur la compétitivité. On a donc aussi un gain sur la solution de raccordement, ce qui rend aussi le modèle plus économique. Et je pense que jouer sur la compétitivité et continuer à ce que tout le monde aille dans ce sens-là va aider finalement à ce que tout le monde voit l'énergie renouvelable comme étant à même valeur et que ça ne coûte pas plus cher pour le contribuable. Le deuxième sujet, c'est le réseau. J'en ai déjà parlé. Je pense qu'aujourd'hui, Enedis, notamment à travers des associations comme Enerplan, demande aux producteurs de recenser les gisements, donc notamment les gisements solaires dans notre cas. Donc, on transmet en fait en amont un petit peu notre pipe et aujourd'hui les puissances que chaque développeur a prévu effectivement de mettre en place. C'est bien, on donne de la visibilité. C'est vrai que si côté gestionnaire et réseau de transport, il pouvait aussi y avoir finalement cette volonté de, indépendamment de ce qui se passe côté des développeurs, structurer le réseau et finalement anticiper plus, ça favoriserait effectivement le déploiement pour qu'on n'ait pas de problème au niveau du raccordement une fois que c'est prêt. Dans le cas aussi hybride, je pense qu'il faut continuer à promouvoir finalement les services réseau et ouvrir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on est sur de la réserve primaire en France, quand nos voisins européens ont ouvert d'autres typologies de revenus et notamment le marché du secondaire. Ça permettrait effectivement à des acteurs qui décident de faire de l'hybride parce que beaucoup de personnes voient la valeur, de réussir effectivement à être rémunérés pour les services qui sont fournis, ce qui viendra toujours, donc lié à mon premier point, améliorer la compétitivité. Donc c'est vrai que ouvrir un peu plus de marché sur les services réseau potentiels, ce sera aussi une très bonne action. Et enfin, et je rejoins totalement Manon, je pense qu'aujourd'hui le sujet c'est un sujet d'acceptabilité. Et je pense que
notamment au niveau des territoires, que ce soit les propriétaires, les agriculteurs, les collectivités, c'est-à-dire les communes, les communautés de communes. C'est très bien. Alors, il y a des collectivités, des propriétaires qui sont déjà embarqués dans l'aventure des ENR, mais il y a certaines parties prenantes qui aujourd'hui se disent c'est super, en fait, vous allez venir installer une centrale sur mon territoire, moi j'y gagne pas beaucoup et moi aujourd'hui mon problème c'est ma facture d'électricité. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'on partage beaucoup plus la valeur, pour qu'aujourd'hui quand on installe une centrale solaire ou une centrale ou des éoliennes ou tout autre type d'énergie renouvelable, on puisse répartir mieux la valeur avec les personnes qui accueillent cette énergie renouvelable. Et à mon avis, il faut réussir à le faire vraiment d'un point de vue privé. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État a mis en place les appels d'offres, ce qui est super parce que l'État permet effectivement à des acteurs d'avoir des contrats d'achat d'électricité pendant 20 ans. Je pense qu'à terme, il faudrait sans subvention et qu'on puisse, au niveau des sociétés privées, partager la valeur sans attendre que l'État, finalement, distribue cette valeur pour nous. Et je pense qu'il y a des simplifications à faire, notamment sur tout ce qui est marché public, pour que les collectivités en fait, puissent accéder très facilement à de l'électricité qui est produite sur leur commune, par exemple. Et je pense que si on arrive aujourd'hui à créer de la valeur et à la partager, les personnes aussi seront plus motivées pour aller vers cette décarbonation, ce déploiement des ENR. Eh bien, Nausicaa, Manon, merci pour ces actions concrètes et merci pour toutes vos réponses. Avant de passer à la session questions-réponses, on me communique depuis la régie que nous allons laisser 5 minutes de plus pour permettre à l'audience de poser quelques questions. Mais avant de ça, je voudrais, voilà, si vous aviez un dernier mot, un dernier message, une conclusion à émettre, chacune d'entre vous auprès de l'audience, en commençant par toi, Nausicaa. Déjà, merci, j'en profite pour vous remercier Cautorité de Pavard d'avoir organisé cette voilà, c'était toujours intéressant de partager un petit peu les points de vue sur des sujets d'actualité comme le sujet de la décarbonation et des ENR. Moi, ce que j'en tiens, c'est qu'aujourd'hui, on a de beaux objectifs, des objectifs qui sont très ambitieux, avec un gouvernement qui est parti pour essayer d'accélérer donc le déploiement des énergies renouvelables et aller vers ces objectifs-là. Il y a encore des défis à relever. Et donc, l'idée, c'est de continuer tous ensemble au niveau de la profession à faire passer nos messages pour que petit à petit, ce soit plus facilité, qu'on puisse atteindre ces objectifs-là et qu'on puisse effectivement, en tout cas dans le cadre du solaire, comme vous avez vu sur le graphique, ne pas rester à 1 gigawatt de puissance installée, mais passer vraiment sur un cap de 3 gigawatts pour tenir les objectifs. Et j'espère que voilà, dans les prochaines années, on va réussir tous, que ce soit au niveau du secteur public et du secteur privé, à convaincre l'ensemble des parties prenantes que les ENR sont une solution pour la décarbonation de la France. Merci beaucoup, Nausicaa. Je m'adresse à toi maintenant. Oui, merci beaucoup aussi à tous les trois, hein, à Nausicaa, Ignacio et Angela pour l'organisation de cette table ronde et Nausicaa pour partager aussi le point de vue de The Energy sur tous ces sujets. Effectivement, on a vu que la France était en retard, que les objectifs étaient ambitieux et c'est une très bonne chose. On voit effectivement qu'on a une volonté politique qui est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à la concrétiser. Et parce qu'en France, je pense que nous avons tous les atouts pour atteindre ces objectifs. Il faut simplement donner aux acteurs et puis au territoire les moyens de leurs ambitions. Eh bien, merci pour ce mot de fin, Manon. Et de même, pour moi, c'est un plaisir d'avoir participé avec cette table ronde avec vous et d'avoir pu recevoir l'expérience, disons, et le contenu d'experts comme vous. Et sans plus tarder, je m'adresse maintenant aux questions de nos différentes audiences. Alors, à commencer par une qui est adressée à Nausicaa. Alors, elle se formule de la manière suivante. Il semble que le solaire photovoltaïque soit un pilier incontournable pour faire face aux défis climatiques.
pourquoi l'éolien et les bioénergies et l'hydraulique sont-ils un peu plus à la traîne en France? Alors, je pense que je vais aussi avoir besoin de Manon, puisque Manon, elle arrive à avoir la vision globale sur toutes les ENR. Moi, ce que je peux vous dire sur le photovoltaïque, alors pourquoi est-ce que c'est un des piliers? Je pense que c'est une technologie qui, comparée peut-être à d'autres ENR, est un peu une technologie fast-track. C'est-à-dire que une fois que, d'un point de vue permitting, c'est long, mais c'est peut-être un petit peu moins long que d'autres actifs. Quand on compare aujourd'hui le permitting d'une centrale solaire, on va dire si ça se passe bien, hein, parce que vous connaissez tous ce que c'est le développement, on est sur des temps qui peuvent aller entre 3 et 4 ans, quand sur l'éolien, on va largement dépasser les 5 ans. Donc d'un point de vue développement, c'est plus court. Ce sont aussi une technologie qui est facile à déployer, puisque aujourd'hui, construire une centrale solaire d'une quinzaine de mégawatts, ça prend, allez, on va dire 6 mois, et c'est largement compétitif. C'est-à-dire, et ça, je pense que c'est valable aussi pour l'éolien, mais c'est vrai que c'est une technologie qui aujourd'hui peut vivre sans mécanisme de subvention. Et je pense qu'avec l'essor de tout ce qui est corporate PPA, on va réussir à prouver encore plus que c'est une technologie qui est compétitive sans besoin de subvention. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est compétitif et facile à déployer et c'est assez fast-track. Et donc, effectivement, quand on voit que les objectifs sont ambitieux en très peu de temps, le solaire apparaît comme une des solutions pour pouvoir y arriver. Manon, peut-être que toi, tu as sur la partie finalement hydroélectrique, éolien, ton point de vue, je pense, serait super intéressant. Ouais, merci Nausicaa. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le développement solaire est plus simple que le développement éolien. Le solaire bénéficie d'une acceptabilité qui est globalement meilleure. Pour autant, je pense un message qui est important à faire passer, c'est que en fait, c'est la combinaison de toutes ces énergies qui est importante parce qu'en fait, elles ont des atouts qui sont différents. Effectivement, le solaire est simple à installer, mais enfin, et peu cher, etc. L'hydroélectricité apporte une capacité de flexibilité qui est très importante pour le réseau. C'est vrai que l'hydroélectricité, on en développe moins, donc on en parle souvent moins. Pour autant, quand on parle de flexibilité et de pilotabilité, on a dans l'hydroélectricité un véritable atout sur lequel, et puis en France, on a beaucoup de capacités hydroélectriques, hein, donc je pense que la flexibilité de l'hydroélectricité, c'est très très important. Et je pense que dans le mix de demain, où on aura besoin, comme tu le disais, Nausicaa, hein, d'intégrer des énergies renouvelables qui sont variables, l'hydroélectricité aura un rôle qui sera très important. Et sur l'éolien, il apporte une grande complémentarité au solaire parce qu'on a des profils de production qui sont très différents et qui sont complémentaires. Le solaire produit pendant la journée, l'éolien produit aussi la nuit. Et puis en France, on a plusieurs régimes de vent qui permettent à l'éolien globalement en France d'être une énergie qui, grâce à des effets de foisonnement, permet de répondre quand même à la demande. Eh bien, écoutez, Manon, Nausicaa, merci pour cette réponse. Malheureusement, nous avons eu juste le temps pour une question. Nous arrivons à la fin de cette session. Mais en tout cas, si l'audience a encore des questions additionnelles à poser, vous pouvez toujours nous adresser à nous via les adresses email qui sont sur la dernière slide de présentation que vous pouvez voir par-ci. J'imagine que voilà, que si l'audience a des questions, elle peut vous s'adresser directement à vous, Nausicaa, Manon, pour tout complément d'information. En tout cas, pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus toi, Nausicaa, donc de Z-Energy et Manon d'Engie d'avoir participé à cette table ronde. Ça a été très, très agréable de partager cette session avec vous, et je suis sûr que pour l'audience aussi. Et j'espère qu'on pourra se revoir éventuellement à une prochaine table ronde, qui sait, ou à un autre événement participatif de nos trois entités. Merci encore et je vous souhaite à vous et à toute l'audience qui nous a regardé une très bonne journée et merci encore d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour les questions. À bientôt. À bientôt. Merci encore.